répression. Le chef de l'État vient dans un discours comme un sans-père-pompier. Comment analyser cela? Autre sujet, c'est la rentrée parlementaire. 30 jours, pas plus, pas moins. Les parlementaires ont repris les chemins de l'hémicycle hier. Le Sénat a donné le ton avec déjà l'examen du code minier en seconde lecture à la Chambre haute du Parlement. On va également revenir sur tout ce qu'on a connu comme journée trouble, je l'ai dit, à l'entame de l'émission. Des médias qui ont été fermés, notamment Top Congo, des SMS comme l'Internet coupé, les conséquences sur le plan économique, mais aussi des confrères qui ont été adressés, notamment Edmond Izuba de RTVS 1, tout comme Deo Kokolo, ancien de Africa News. Aujourd'hui, il évolue en indépendant. Voilà donc le menu de votre magazine. On lit rapidement les grands titres de journaux. La prospérité, titre Code minier. Alain Lubamba parle d'un enjeu important. Forum revient sur la rentrée parlementaire hier et titre Assemblée nationale. Minakou exhorte la classe politique à préserver l'unité et la paix. Réaction de la haute hiérarchie catholique, il est temps que les médiocres dégagent, lance le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Autre sujet avec Congo Nouveau qui titre Fin d'une descente aux enfers, Sokimo Upio Kakura redonne un nouveau souffle. Répression des chrétiens le 31 décembre, le cardinal Mosengo hausse le ton, j'en parlais tout à l'heure à cette émission. C'est à toute l'équipe technique, chapeautée par l'autorité morale. Romain Makonda, lui aussi arrivé fin mandat, nous l'expirons bien. Il est à sa première participation à ce magazine. Il s'appelle Eric Izami. Il est d'Antenne A. Eric, bonjour. Bonjour Serge Kabou. Bienvenue. Merci. Eric Izami Bolangala. Oui, ce sont des noms africains et particulièrement congolais. Ouais, très bien. Il est d'Antenne A, cette télévision planétaire. La fréquence sur Canal+. Canal SAT 342. 342. Ainsi que là, vous allez nous suivre de Banana au Congo central, Libenge Zongo au nord au Bangui et sud au Bangui, Faradje dans le haut Ouélé, on descend l'île Idjui jusqu'à Sakanya dans le haut Katanga et Sankuru au centre du pays. Même au-delà, Canal SAT 342, vous aurez antenne. À Malembankoulou, c'est le chef de l'État. Partout. Ok, merci beaucoup. Même chez les chefs de l'État, vous suivez. Merci beaucoup, Eric Izami. Juste d'avoir Canal SAT. Très bien. Vous avez oublié ma province, hein? Non. Tu vois pas. On n'oublie pas les Congo, c'est ce qui est important. Merci beaucoup. Eric Izami, présentateur du journal télévisé sur Antenne A, mais aussi de plusieurs magazines. Il est à sa première participation à cette émission. D'abord, je vous dis meilleurs vœux, bonne année. Hein. Merci, je vous le réciproque ainsi qu'à mon frère John. À toute la rédaction d'Antenne A. À tout le monde. Très bien, merci beaucoup. Un mot sur Kiosque. Belle émission, belle initiative de jeunes qui émergent, qui font remarquer à l'opinion nationale et même internationale qu'au Congo, il y a aussi des bonnes têtes, qu'au Congo, les gens peuvent se parler, malgré nos divergences, on peut toujours aller de l'avant pour conscientiser les nôtres, parce que l'objectif final ici, c'est d'influencer positivement les Congolais pour que chacun de nous mette la main à la pâte pour que l'on puisse bâtir ce pays. Il est nôtre, nous n'avons pas un autre. Très bien. Je vous suis souvent le matin au journal de 7h quand vous dites avec plaisir. Nous allons bâtir ce pays par le travail. Je me tue en 4 morceaux pour arriver tant soit peu à servir ces peuples dignes et qui méritent le mieux. 10 ans à l'Assemblée nationale comme reporter d'Antenne A. Vous avez vécu des bureaux et des bureaux, mais on va parler tout à l'heure de la rentrée parlementaire d'hier. Exactement. Voilà pourquoi vous aurez remarqué que j'ai développé un amour assez particulier par rapport à mon pays qui est la République démocratique du Congo. Très bien. Merci beaucoup Eric Izami Bolangala Bokutakani. Très bien. Bienvenue. J'espère que ce n'est pas pour la première et la dernière fois. Allez, John Ngila, sur ce plateau de kiosque. John, bonjour. Hein. Bonjour Serge. Ouf, les mariages, ça se passe comment? Très bien. Ouf. Très bien. C'était très bien. Alors, vous allez dire le vœu le meilleur à votre très chère et tendre épouse. Merci beaucoup pour l'opportunité, et bien que vous étiez absent, grand absent de la soirée, mais j'en profite pour présenter mes vœux le meilleur à mon épouse Magui Ngalamouloumé et à toute ma famille Ngila et à la famille Ngalamouloumé, Toubouambé, à toute la profession, ma famille professionnelle. En commençant par Kassonga Chilunde, le numéro 1 d'entre nous. Kassonga Chilunde. Bon, je voulais parler des Chabani Records, mon patron d'abord. Ouais. Et Gilbert Biladi, d'où Jésus Bélédou, ils sont nombreux, André Moukini, tous ceux-là qui font le bon travail à Congo Web Télévision et même les grandes plumes de la presse congolaise
congolaise, vous-même, Mike Mukebai que j'ai rencontré il y a quelques jours, et puis ils sont nombreux, Eliezer, Peter Tchani, Joël Kadé Ndangui, ils sont nombreux. Très bien, merci beaucoup. Bonne année 2018. Allez, Eric Kizami, Boanzale, Bolangala. Allez, on va parler rentrée parlementaire. Hein. C'est le code minier, semble-t-il, hein, qui a fait à ce que nous puissions avoir encore 30 jours. Donc les parlementaires n'auront que 20 jours, comment on dit, 2 mois de vacances. Déjà hier, le Sénat a donné les tons. Hein. Oui, hier au Sénat, le 2 janvier 2018, pas seulement le Sénat, le Parlement, qui a 2 chambres, a ouvert la session extraordinaire, et particulièrement pour le Sénat où j'ai assisté au débat général, juste après l'annonce de l'ouverture de la session extraordinaire par le président Léon Kengouadono, qui en est le président, ils ont entamé la discussion en rapport avec la révision du code minier sous examen aujourd'hui. Le code minier avait été promulgué en 2002, c'est-à-dire qu'il a antéposé l'actuelle constitution qui est venue en 2006. Donc il a fallu, je ne sais pas, par rapport aux uns aux autres, il y a 3 parties, le gouvernement d'un côté, les opérateurs miniers de l'autre et la société civile. Ils ont voulu... Il semble que la version qui est déposée au Parlement n'est pas celle concertée entre, au cours de la tripartite gouvernement, la FEC et la société civile. C'est plutôt le fait que, particulièrement les opérateurs miniers ont remarqué que les revendications de leur camp n'avaient pas été sérieusement prises en compte, et c'est comme si ce n'était que des revendications du côté du gouvernement qui émergeaient du lot, et voilà pourquoi ça a créé des remous. Mais on va voir comment ça va évoluer. Mais il faut quand même dire un mot à propos de ce code minier. Vous savez, notre pays, malgré tout ce que nous avons comme les richesses ici, nous n'avons pas réussi jusqu'ici à véritablement diversifier l'économie. Notre économie nationale est encore malheureusement basée presque uniquement sur les mines. Et alors, c'est un secteur particulier. Mais il y a aussi beaucoup de déceptions par rapport au fait que, je prends un cas, sous le président Mobutu, avec Léon Kengouadono comme Premier ministre, Kiakwa Makiakiziki comme PDG de la GECAMINE, nous avions atteint le pic de production du cuivre. Je ne parle que d'un seul métal, le cuivre, qui nous aide à fabriquer des câbles pour les courants électriques, des robinets, etc., des cadenas. Je pense juste ces exemples-là. Le pic de production, c'était à 400 000 tonnes du cuivre. Mais à cette époque-là, le cuivre se vendait à 2500 la tonne. Mais aujourd'hui, le cuivre est à près de 6000, même au-delà, même 8000. Et que la RDC arrive à produire plus d'1 million de tonnes. Mais à l'époque de Kengo, le cuivre, ou que la GECAMINE, arrivait à participer jusqu'à l'ordre de 60, voire 70% du budget national. Mais aujourd'hui, l'ensemble du secteur minier ne participe qu'à peu près vers 3%. C'est aberrant, il y a contradiction. En principe, si nous atteignons un pic de 1 million de tonnes de production, nous devrions en principe sentir que véritablement il y a de l'argent qui sont engrangés dans les trésors publics. Mais là, on remarque que rien ne rentre véritablement parce qu'on ne sent pas comme autrefois les Zaïre. Il y a plusieurs exemples à donner à propos. Il y a plusieurs entreprises aujourd'hui qui viennent exploiter chez nous les minéraux. Il y en a plusieurs. Cuivre, cobalt, cassitérite, coltan. Il y en a même des minéraux stratégiques. Vous avez suivi les débats. Il a été houlé. Hein? D'abord, l'intervention de Lubamba avec la commission environnement et ressources naturelles. Ça ne marchait toujours pas. Vous avez suivi, il y a 1 mois justement, non, quelques 3-4 semaines, l'intervention de Lokondo. Il y a des amendements qui ont été retenus, mais la commission environnement et ressources naturelles de l'Assemblée a passé outre la plénière pour en rajouter d'autres. C'était un cafouillage qui ne disait pas son nom. Alors justement, vous aurez remarqué que par rapport à ce qu'il y a eu comme débat, et au niveau de l'Assemblée nationale, et au niveau du Sénat, apparemment, la pomme des discordes, c'était plutôt dans ce qui concernait l'élargissement de l'assiette fiscale. Tout ce qui touche à la manière de faire payer les impôts, les royalties, les redevances, les taxes et tout ça. Mais en réalité, je crois que c'est nous, le Congo, Kinshasa, qui faut tant. Parce qu'en réalité, si nous aimions notre pays, nous mettrons de bases qui permettent à ce que ceux qui viennent exploiter chez nous arrivent à se retrouver et que nous aussi arrivons à nous retrouver pour que l'on puisse bâtir ce pays. Mais hier, j'ai aimé la série de questions posées par les sénateurs. Notamment, ils se disent,
Est-ce le problème aujourd'hui, c'est au niveau de la loi ou c'est au niveau de la gestion? Mais je crois que... Parlons de la gestion, Albert Yuma. La gestion fait défaut. Qui trône à la Gécamine comme un chef coutumier. Je ne sais pas si vous l'avez vu, à l'inauguration de l'immeuble réfectionné qui a coûté plus de 100 millions de dollars. Un immeuble réfectionné, 100 millions. Il est plus PCA à l'avant-plan qu'un ADG de la Gécamine qui est effacé. On doit quand même redorer le blason par rapport à l'aspect gestion. Et pour ça, je crois qu'on peut même faire du copier-coller aujourd'hui. On regarde nos voisins, comment ils évoluent. Vous savez, Serge, nos frères angolais, ils disent que nous, on a beaucoup pété à l'école et tout ça, mais on n'arrive toujours pas à bien gérer notre pays. Et ils ont raison. Et qui n'ont pas, entre guillemets, été en grand nombre à l'école, arrive-t-on soit peu à faire avancer leur machine, c'est-à-dire la République d'Angola, sœur. Mais chez nous, ce qui manque, c'est à 3 niveaux. Je crois que chez nous, nous manquons ces 3 niveaux-là. Tout d'abord, nous n'avons pas particulièrement un amour engagé par rapport à la terre qui nous a vu naître et grandir. Parce que d'après la fonctionnalité de l'humain, quand vous aimez quelqu'un, en vous naîtra le réflexe de protéger. Chez nous, on a ces défauts-là, à tous les échelons. Les dirigeants. Particulièrement les dirigeants, parce que c'est eux qui nous gèrent. Et puis deuxièmement, l'amour de l'autre. S'accepter les uns des autres. S'accepter les uns les autres. Que tu sois de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Nord, du Sud. J'ai venu d'énumérer ici les 4 coins du pays. Qu'on s'accepte les uns les autres. Et puis après, troisièmement, la volonté de bien faire. Tiens, à propos, je prends un cas. Nous sommes ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Chez nous, les routes se défoncent, se détériorent. Mais vous savez, au dernier jour, Dieu, il va nous juger. Et je ne sais pas si parmi nous aussi, qui d'entre nous aura le bon argumentaire face au Créateur. Il nous dira, vous, Kinshasa, j'ai mis à côté de vous Kinsuka, avec des cailloux, mais vous n'avez pas de route. Ça ne s'explique pas. Avec un peu de bonne volonté, on peut bien faire les choses. Je ne voudrais pas rentrer dans la politique politicienne. Non, non, non. Je vais simplement dans ce qu'on appelle l'essence humaine. Voilà. John Lungila, c'est un enjeu de taille, hein, ce code minier. Le code de 2002, il y a un code, je ne sais pas moi, il y a eu un document entre la société civile qui traite du secteur, il y a la FEC, mais vous avez aussi le gouvernement. Mais la FEC et la société civile accusent le gouvernement d'avoir trafiqué les documents. Le document qui est déposé à l'Assemblée et au Sénat, bref, au Parlement, n'est pas celui qui a été adopté d'une manière consensuelle pendant la tripartite. Mais de deux, je me demande comment les mines produisent beaucoup d'argent en Angola, comment les mines produisent beaucoup d'argent ailleurs. Chez nous, est-ce que ça profite aux individus ou bien ça profite à la République quand on vous cite des gens comme les Dan Gettler qui se racoulent douce ici cités dans les dossiers des mines congolais. Et de deux, indubitablement, nous allons vers une adoption en des termes divergents entre les Sénats et l'Assemblée nationale hein, sur ce code minier. Il faut s'y attendre, Serge Kabongo. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse développée sur ce plateau aussi pertinente d'Éric Iziani, que je salue. Mais il faut compléter un peu à ce que Éric venait de dire. Ici, il se pose un grand problème entre la loi et la gestion même du secteur. Voilà. D'abord, nous devons reconnaître sur ce plateau, je suis désolé, que le secteur minier aujourd'hui n'est pas encore, je voulais dire, libéré ou libéralisé. Ça veut dire que nous n'avons pas le pouvoir de gestion en tant que Congolais nation de notre secteur minier. Il y a toujours je ne veux pas parler de l'ingérence, mais une influence multinationale dans la gestion des ressources naturelles. Et c'est là où se pose siège même se pose tous les problèmes dans le secteur minier. On peut nous voter une bonne loi au Parlement qui définit en deux termes clairs comment les choses doivent se passer, l'intérêt de l'État par rapport à l'intérêt des opérateurs miniers, des investisseurs. Mais je vous dis, sur terrain, la réalité, elle est tout autre. Et généralement, c'est toujours la réalité sur terrain qui emporte sur la loi votée au Parlement. Donc le vrai problème du Congo, c'est pas un problème de loi. Effectivement, nous avons de bonnes lois. Malgré même la loi qu'on est en train d'amender, c'est une bonne loi. Mais le grand problème, il y a une difficulté majeure à adapter la loi
à la réalité sur terrain. Vous allez aller par exemple à l'est du pays, vous allez partir même ici dans le Bas-Congo, partout où la terre congolaise elle est riche en sous-sol, la gestion, vous allez toujours constater, la gestion pose toujours problème. Souvent, là où il y a la monopole, les fils du pays ont la responsabilité de gérer, mais généralement il y a toujours des influences occultes, inconnues, qui posent leurs lois et les problèmes se posent au finish. Moi je pense que c'est une question, je voulais dire, sensible et sérieuse, mais je crois que le problème se pose beaucoup plus au niveau de l'influence de l'étranger ou des multinationales dans la richesse congolaise. C'est une question importante qu'il faut régler. Mais moi, je crois qu'il y a beaucoup de ramifications, il faudra beaucoup de stratégies, il faudra un leadership fort pour aller au-delà des problèmes qui se posent sur terrain. Mais il est difficile, Serge Kabongo, je dois vous le dire, à mon avis, il est difficile aujourd'hui de constater une gestion, une bonne gouvernance, d'imposer une bonne gouvernance dans le secteur minier. L'État quelque part, selon la loi, l'État aussi est défaillant. On vous dit, selon le code, que c'est vrai que les investisseurs arrivent, mais l'État doit fournir de l'électricité, par exemple, aux investisseurs. Vous avez des grands miniers qui sont, par exemple, à Lubumbashi, qui sont, bref, dans l'ancienne province du Katanga, mais qui partent chercher de l'électricité en Tanzanie ou en Zambie pour la transformation. Ça aussi, ça pose problème. Le grand problème aussi, Serge, c'est l'expertise dans ces secteurs. Vous savez que généralement, on fait recours toujours à l'expertise étrangère. À chaque fois qu'on a besoin, même s'il faut aujourd'hui la gestion, ceux qui détiennent, les détenteurs de la gestion de secteur minier, c'est beaucoup plus aux étrangers. Vous avez cité Leclerc tout à l'heure, mais ils sont nombreux qui ont une influence dans le secteur minier et je crois, comme je l'ai dit, cela nécessite un leadership, une vision assez élevée pour aller au-delà de problèmes réels qui se posent dans ce secteur afin de libérer. La Sokimo, qu'est-ce qu'elle est devenue cette Sokimo? Plus de 20 mois d'impayement, comment les gens comme ça vont travailler? C'est parce que la gestion est cédée, comme je vous ai dit. Comme la gestion est cédée, c'est un peu, vous allez me poser la question, qu'elle est devenue aujourd'hui notre poste, par exemple, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui, par exemple, l'Amibar. Voilà, par exemple, c'est pareil. Mais si peut-être dans le secteur de télécommunications, on sent quand même l'État vouloir imposer sa loi parce qu'il y a des ramifications sécuritaires, mais dans le secteur minier, l'État semble un peu, pas la passivité, mais à céder un peu, à cautionner cette influence. Et moi je crois il y a aussi, il faut voir derrière ça les intérêts. Moi je vois vraiment pas l'État dans son ensemble, mais je vois on a accordé la responsabilité à des individus qui ne font pas leur travail. Je ne voulais pas citer des noms ici de gens devenus tout puissants alors que le travail en soi, les résultats, il est médiocre. Vous allez voir, nous avons la CEAC ici, vous allez voir toutes ces structures mises en place pour la gestion efficace du secteur minier, mais ces gens s'enrichissent, ils achètent des immeubles, on sent un changement positif dans ce qu'ils sont, mais il n'y a pas d'impact dans le secteur minier parce que ceux qui sont à qui on confie la responsabilité, ils s'occupent que de problèmes qui leur est propre, mais ils ne voient pas l'intérêt national. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a des lois, même si elle est bonne, mais ça pose problème dans l'application. Eric Izamin, la session ordinaire ici, extraordinaire, oui. Elle nous réserve quoi d'autre, à part les codes miniers? Je ne sais pas, vous avez entendu le discours de Aubin. Aubin a ouvert la session tardivement, comme dans ses habitudes, hein, vers 14h, 15h. Prévu à midi, moi je suis parti là autour de 14h30. Là c'est vraiment l'école missionnaire, hein, non mais au niveau du Sénat, ils avaient commencé à temps et ils ont terminé à temps. Seulement, je voudrais... Ils ont presque le même calendrier, hein. Oui, ils ont le même calendrier. Oui, oui. Ils ont le même calendrier. En dehors du code minier, il y a encore d'autres lois. Il y aura certainement la loi organique en rapport avec le CNSA, Conseil national du suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Oui. Il y aura d'autres lois qui peuvent peut-être suivre, mais principalement, je crois que c'était le code minier. Mais je crois qu'il y a la solution, frère. Chez nous, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'on ne donne pas véritablement de possibilités à ceux de Congolais qui connaissent la matière à pouvoir gérer. Chez nous, on a
des grandes intelligences. S'il vous plaît, ça existe. En cette matière-là, de mine par exemple, il y en a ceux des parlementaires qui ont demandé par exemple que le minerai comme le coltan soit considéré comme étant un minerai stratégique. Parce qu'aujourd'hui, les coltans, tout celui qui utilise un smartphone, un ordinateur, je ne sais pas moi, quel autre appareil, on recourt au coltan. C'est quand même quelque chose qui pouvait nous faire engranger beaucoup de devises au pays. Alors que nos voisins, l'Ouganda, le Rwanda, ils se font passer pour des pays exportateurs de coltan alors qu'ils n'en ont pas dans leur sol. Et nous prenons aussi les cobaltes. Les cobaltes, aujourd'hui, avec l'enjeu au niveau international, s'il faut par exemple, je dis, quitter la construction de véhicules pour l'essence par exemple ou les gazelles pour avoir les véhicules électriques, mais c'est le cobalt. Il y a beaucoup d'autres matières qui peuvent être considérées comme des minerais stratégiques et qui peuvent nous ramener beaucoup d'argent. Autrefois, si la tonne du cobalt se vendait à 2000 je crois 2 millions de dollars américains la tonne, aujourd'hui c'est autour de 60 millions. C'est beaucoup d'argent. Ça pouvait nous faire rapporter beaucoup d'argent. Très bien. Alors, ici, ce que les parlementaires souhaitaient et que certains opérateurs miniers congolais souhaitaient, c'est de copier un peu le système anglo-saxon. Qu'est-ce qu'ils font, eux? L'ami John Mungila a dit que ce sont les expatriés qui viennent exploiter chez nous. C'est vrai. Mais qu'est-ce que l'État ailleurs fait? Il donne de l'argent, des capitaux frais aux nationaux qui connaissent la matière pour qu'eux soient actionnaires dans ces entreprises. De l'ordre de 10, 20, 30%. Et qu'au moment venu, ceux-là sachent bien revendiquer les intérêts de notre pays. Parce que nous n'avons. Est-ce que la loi a pris en compte? Je ne sais pas, je vais appeler Gabi Kouba demain, il viendra pour parler de cette question parce que c'est son secteur de prédilection. Est-ce que la loi prévoit aussi que la transformation se fasse ici pour que nous puissions quand même bénéficier de quelque chose? J'ai aimé ce que le confrère a dit. Vous avez les pays comme l'Ouganda qui exploitent des gaz méthane, vous avez le Rwanda qui commence maintenant à exporter c'est le Rwanda qui exploite le gaz méthane du lac Kivu qui ont fait les mêmes Rwanda utilisent maintenant ce que vous avez dit tout à l'heure, les coltans, mais nous-mêmes nous avons les coltans, nous ne savons pas, mais on vous apprendra qu'il y a eu un jet qui est descendu à l'aéroport. Vous avez toutes les photos que vous voyez des jets qui viennent je sais pas moi, du Nigeria, qui viennent des îles Vierges, qui descendent, qui prennent des cobaltes, qui prennent des choses et qui retournent sans contrôle. Vous avez appris tout ce qui s'est passé autour de Abbas Kaonga, les messieurs soi-disant antifraude du Sud Kivu. Je crois que je venais de le dire tout à l'heure de manière assez sage que nous n'avons pas jusqu'aujourd'hui le monopole de la gestion de notre secteur minier. Il faut reconnaître l'influence, comme je vous ai dit, on sert beaucoup plus des intérêts extérieurs qui voudraient bien bénéficier de nos ressources pour leurs affaires, leur business, et c'est là malheureusement avec la complicité de certains fils du pays, surtout ceux à qui on a confié la responsabilité de la gestion du secteur. Eric a parlé des capitaux qu'il faut donner comme ça se passe à l'étranger, mais nous n'avons pas de ces capitaux à donner. Nous maintenant, nous allons, vous avez la richesse, mais vous êtes à la recherche, nous ne savons pas transformer nos richesses en capitaux. Nous cédons notre secteur minier entre les mains de ceux qui ont des capitaux, alors que ceux-là, ils vous apportent par exemple 1 milliard de dollars, et parce que vous recherchez même un petit 500 000 dollars, quelqu'un vous apporte 1 milliard de dollars, vous fermez les yeux, vous cédez un secteur aussi important, aussi juteux, qui pourront produire plus. Et vous parlez des îles de transformation. Je l'ai dit tout à l'heure que nous n'avons pas cette... j'ai voulu parler de cette technologie. Nous n'avons pas le matériel, les outils nécessaires pour exploiter nous-mêmes notre secteur minier. On doit toujours faire recours à l'expertise étrangère. Malheureusement, cela vient chez nous avec beaucoup de conditions. Et ils sont malheureusement bien accueillis par nos voisins. Ils préfèrent s'installer chez nos voisins pour s'échapper à certains impôts, certaines taxes qu'on leur impose un peu plus ici. La négociation n'est pas assez profitable, que ce soit à eux, que ce soit à nous. Pour terminer, voilà pourquoi ça je voulais chuter si vous permettez ça. On vend par exemple à quelqu'un comme Don Gettler, je donne un exemple, un carré minier à 100 000 dollars. Et après 6 mois, Dan Gettler revend ce carré minier à
100 millions de dollars. Mais c'est parce qu'on ne se fait pas confiance. Est-ce que ceux qui font cette pratique, n'est-ce pas qu'ils viennent en intelligence avec des opérateurs, des multinationales, et ils vont contourner pour aller récupérer la rétrocession? Vous savez que à Bukavu, le gouverneur Nyarugabo a arrêté un individu, a fait arrêter Abbas Kaonga, une histoire, tout ça. Mais est-ce que vous pouvez aujourd'hui estimer le nombre d'années que ce monsieur a opéré dans le Kivu et combien il a amassé en termes d'argent, en termes de consorts, comme vous le savez? Et quand un monsieur qu'il est tout puissant, généralement ce sont des tout puissants, tous ces Congolais qui émergent dans le secteur minier, ce sont des tout puissants, vous le voyez toujours rouler avec une haute sécurité, certains sont produits même par des militaires. Je me demande même si notre Parlement aura assez des forces pour faire face à ces blocs. On va passer au deuxième thème. J'étais en disant, c'est très important, oui. Il faudrait que la loi sur le code minier tienne compte aussi des projections, parce qu'au-delà de 2025, il y a des études qui sont faites qui approuvent qu'il y a des matières premières qui ne vont plus exister. Les diamants, les cuivres, les consorts vont disparaître. Alors si nous voulons toujours fonder notre espoir, notre économie sur les secteurs miniers, nous n'aurons plus quoi à financer notre budget, et on se demande comment le Congo va exister Madame, après monsieur, 2025. Madame, monsieur, c'était Mais nous devons aussi, Serge, soutenir ceux qui travaillent bien dans les secteurs. Je prends ici le cas de Pascal Nyembo, qui se bat bec ongle pour lutter contre la fraude minière, mais qui, hélas, n'est pas forcément aidé par le nôtre. C'est nous le malheur. Je l'ai dit ici, l'amour à 3 niveaux. L'amour de la patrie, l'amour du frère, et puis la bonne volonté de bien faire. Mais je n'ai pas compris, hein. Pascal Nyembo et Abbas Kaonga ne reconnaissaient pas, non, Pascal Nyembo ne reconnaissait pas l'autorité d'Abbas Kaonga. Parce que c'est Pascal Nyembo qui en est le DG, c'est lui qui nomme ses représentants auprès des provinces. Mais parce que Abbas a été nommé par qui? Abbas, en son temps, avait été l'homme de main du gouverneur Marcelin Chisambo. Et déjà, mais comment est-ce que c'est le gouverneur? Attendez, c'est le gouverneur qui nomme le monsieur anti-fraude dans chaque province, ou bien c'est Pascal Nyembo? Malheureusement, chez nous ici, je dirais que le plus grand chantier, pour moi, c'est l'État. Qu'est-ce qui arrive? Moi, j'ai suivi Pascal Nyembo. Il se bat bec et ongle pour lutter contre la fraude. Mais encore faut-il que ceux qui sont dans l'administration publique l'aident à pouvoir matérialiser ce que lui fait, c'est-à-dire la lutte contre la fraude. Merci beaucoup, Eric. Il est trahi par ses propres compatriotes que nous sommes. Ça ne va pas. Merci nous beaucoup. devons nous entraîner pour que notre pays puisse gagner quelque chose de notre communauté. On peut bien parler de la sortie médiatique. Madame, monsieur, je vous rappelle l'antenne. Vous êtes sur CCTV et c'est l'émission Kiosque. Nous analysons pour vous les titres de journaux. Tout à l'heure, on parlait de la rentrée parlementaire en ligne de mire. Cette question liée au code minier. Le code a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Et il est sous examen au Sénat. Il est sous examen. Les codes sous examen au Sénat. La session dire pas plus de 30 jours, pas moins non plus. Alors certainement qu'en dehors de ce code minier, il y a la loi sur les CNSA, comme les confrères l'ont dit sur ces plateaux. Alors rapidement, John Lungela, on peut maintenant parler de la manif du 31 et la sortie médiatique de Mosengo. Je m'en vais quand même vous donner quelques phrases de Mosengo, des phrases un peu choquantes. Quand Mosengo dit par exemple, nous ne pouvons que dénoncer, condamner et stigmatiser les agissements de nos prétendus vaillants hommes en uniforme qui traduisent malheureusement et ni plus ni moins la barbarie. Donc il traite cet agissement d'une barbarie inouïe. Je prends un autre paragraphe que je trouve important. Nous demandons aux uns et aux autres de faire preuve de sagesse et de retenue, que des mystifications présentées comme informations véridiques et fiables. Il est temps que la vérité l'emporte sur les mensonges systémiques, que les médiocres dégagent et que règne la paix. Qui est médiocre et qui ne l'est pas? Vous notez. Autre chose, Mosengo dit, comment ferons-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population, de garantir la paix, la justice, l'amour du peuple? Comment ferons-nous confiance à des dirigeants qui bafouent la liberté religieuse du peuple? Liberté religieuse qui est le fondement de toutes les libertés, confrère Benoît XVI, liberté religieuse, chemin vers la paix. L'acceptons, la liberté religieuse est un élément essentiel de l'état de droit. On ne peut la nier sans porter atteinte à tous les droits et aux libertés fondamentales.
L'instrumentalisation de la liberté religieuse peut masquer des intérêts occultes, comme par exemple l'accaparement des ressources, des richesses, des maintien au pouvoir par des méthodes anticonstitutionnelles peut provoquer des dommages énormes aux sociétés, en l'occurrence la nôtre. Nous voulons un Congo, pour terminer, de valeurs et non d'antivaleurs. Ça, c'est la sortie de Laurent Mosengo. C'est lui, je le rappelle, le patron de l'église catholique de Kinshasa. C'est plutôt à Kinshasa qu'il y a eu trop de mouvements. J'ai comme l'impression que les bras de fer est déjà ouvert entre l'église catholique et le régime. Hein. C'est même la guerre. Alors, je voulais tenter de parler même d'une déclaration de guerre. Je crois que j'ai même suivi quelqu'un qui dit que Mosengo dans tous ses états. Mais oui, effectivement. Mais c'est bien dommage parce que il faut s'interroger sur la qualité. Qui est Mosengo aujourd'hui? C'est un cardinal, c'est le patron de l'église catholique au Congo, de Kinshasa, effectivement. Mais et quand on parle du cardinal, on le voit au-delà de tout. Mais je crois qu'en tant que haut responsable, je crois qu'à un moment donné, il fallait que tous les chefs des clans ou les vieillards dans un village se mettent aussi dans tous leurs états, c'est le feu dans le village. Je prends toujours l'exemple de cet adage Congo qui vous dit, qu'un vieillard vous dit, vous pouvez mais quand tu viens, au lieu azomiselayo avant d'issuer dans le pandi la quitte à combien au conseil. Si les vieillards devaient encore réagir de manière musclée, ça c'est très grave. Mais je crois que le problème qui se pose aujourd'hui, Serge Kabongo, moi personnellement, je regrette beaucoup la disparition d'Étienne Tshisekedi, et je comprends qu'effectivement Tshisekedi c'était un grand, c'était un esprit, c'était un leader visionnaire qui savait à quel moment agir, à quel moment négocier. Et malheureusement, aujourd'hui, tous ceux qui sont restés après Tshisekedi n'ont plus cette qualité. Tshisekedi a géré cette situation, malheureusement, aussi pacifique que vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est Tshisekedi qui a influencé les dialogues que nous avons connus autour des évêques à la Senko. Mais Tshisekedi savait aussi à quel moment faire sortir le peuple, à quel moment il y a eu même 2 fois où Tshisekedi a annulé de marche parce qu'il sentait venir le coulement du sang. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous restons avec des leaders qui s'en foutent, qui veulent le tout pour le tout, alors c'est très dangereux. Alors on peut revenir sur la journée du 31, parce que ce qui a poussé Mosengo à réagir, c'était l'extrême violence. Quand on tire même des gaz lacrymogènes dans une paroisse comme Saint-Michel à Bandal, quand on entre chez moi, j'étais dans la paroisse, au sein de la concession, on trouve Edouard Izouba dans la paroisse, il est tabassé par la police militaire, on tire à balles réelles dans la paroisse. Ça, Mosengo ne peut pas réagir. Est-ce que la médiocrité, je vais répondre à votre question, la médiocrité, s'il faut parler de notre classe politique, alors tous sont médiocres, parce que notre classe politique, elle est ce qu'elle est depuis Mobutu. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais renouvelé cette classe politique. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, hier, il était à l'opposition. Ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui, hier, il était à la majorité. Tous ont participé à la construction de l'actuelle architecture politique institutionnelle que nous avons. Les opposants d'aujourd'hui étaient hier au pouvoir. Alors, s'il faudrait dégager, alors dans ces cas, nous n'aurons plus personne pour gérer ce pays. Tous doivent dégager. Opposition, majorité, parce que tous sont médiocres et tous ont travaillé ensemble. La constitution que nous avons aujourd'hui, la loi électorale que nous avons aujourd'hui, a été votée avec l'intelligence de certains cadres. Alors l'extrême violence dans nos paroisses, l'extrême violence dans nos paroisses, ce qui s'est passé les prêtres enlevés, il y a eu des morts, maintenant c'est les bilans. Vous savez, Serge Kabongo, c'est là où 2 fois, même Jésus avait répondu à une question: à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pour ça même à un moment donné, Jésus a chassé violemment des commerçants qui venaient chercher de l'argent à l'église. C'est pourquoi à un moment donné, il faut faire la part des choses. Il faut peut-être dissocier la religion de la politique, parce que ce sont deux domaines, 2 secteurs diamétralement opposés. En politique, il y a certaines choses
qui passe, tout est permis en politique, mais en religion, tout n'est pas permis. Vous savez, mais en politique, tout concourt au bien du peuple. Hein? Effectivement, en politique, on tient compte de tout. Rien n'est laissé à côté. Tout est important, tout est utile. Mais en religion, je peux pardonner mon frère et oublier ses péchés et on avance ensemble. Mais en politique, ce n'est pas ça. Le péché commis par mon frère contre moi peut m'amener à aller à réfléchir au-delà et à lui refuser mon pardon. Au contraire, je peux même l'amener à la mort. Et donc, si les violences contre les paroisses, si aujourd'hui des prêtres agressés, des prêtres enlevés, des prêtres malmenés, c'est ça le problème. Aujourd'hui, l'Église est devenue adversaire politique, je veux même dire, du régime. L'Église catholique s'est fait adversaire politique. Et moi, je crois en politique. Quand on adopte une attitude, il faut payer. On paye cash ses attitudes, on paye cash son comportement. Il fallait s'y attendre. Moi, je crois que le cardinal devrait nous dire qu'il n'était pas surpris par ce qui est arrivé, non seulement parce qu'on peut dire que le pouvoir est sanguinaire ou répressif, mais c'est parce que quand vous vous engagez sur un terrain politique avec de pronostics sécuritaires très alarmants, ça pousse le service à réagir. Allez, quand le service réagit, les conséquences, il y a commentez cette phrase de Monsengo. D'interpellation, il y a des blessés et tout ce qui il a traité des actes des barbares, mais le plus important, quand Monsengo dit, il est temps que les médiocres dégagent. Qui est médiocre? C'est-à-dire, on ne peut dégager que quelqu'un qui est là. Alors, qui est là et qui est par ricochet est médiocre. Mais il a parlé au pluriel. C'était pas au singulier. Ça veut dire qu'il s'adressait pas à une personne, mais je crois qu'il s'adressait à plusieurs personnes, pour ne pas dire à un groupe de personnes. Vous avez appris la systémique, n'est-ce pas? La systémique. Oui, j'ai fait le lettre. Alors, répondez-moi par rapport à cette théorie systémique. J'ai fait le lettre. Oui. Donc, c'est vrai, Monsengo peut partir d'une réflexion générale pour chuter à un individu, mais je crois que comme moi je dis aujourd'hui, s'il faut parler de la médiocrité de la classe politique, il faut le mettre tous ensemble, parce qu'ils ont travaillé ensemble, ils sont tous issus d'une même équipe. Moi je comprends Monsengo, mais quelque part je me dis c'est au regard aussi de ce que l'Église a subi. Alors, je crains fort. Hier, c'était Mobutu, les bras de fer avec l'Église. Aujourd'hui, c'est Kabila. Quelque part, l'Église se sent aussi responsable parce que c'est l'Église qui avait parrainé l'accord. Mais aujourd'hui, l'Église a derrière elle la pression des Congolais qui pensent qu'il n'y a pas une volonté de matérialiser l'accord. Alors, on manifeste pacifiquement, sans armes, avec nos chapelets, avec nos Bibles. Mais c'est les forces combattantes qui viennent en appui à la police pour non seulement réprimer, mais aussi violenter les prêtres. Donc je comprends un peu la désolation de Monsengo. Oui, c'est la désolation profonde, mais bon, ça part même de son nom. Monsengo Passigna, nous sommes dans le Maïndombe. Monsengo, c'est le fils du léopard, le léopardo. C'est un chef. Alors, Passigna, donc fait en sorte que je devienne dans le bien-être comme toi. C'est ce que veut dire son nom. Monsengo Passigna, Laurent. Alors, il est à la tête de l'église. C'est comme ça que c'est perçu, cardinal. Il a été créé cardinal il n'y a pas longtemps. Est-ce les propos du cardinal? Contrairement à ce qu'a dit mon confrère John Lungila, moi j'ai une autre approche dans la manière d'expliquer ça. Est-ce les propos de Monsengo illustrent bien les désarrois que ressent la population, oui ou non? Je crois que c'est oui. Mais seulement, est-ce qu'il s'agit seulement de s'arrêter au mot médiocre? Non, voilà la situation générale. Voilà. Oui, justement. Il s'agit ici de faire en sorte que l'on puisse donner à notre population le désir de vivre chez lui ou chez elle. Le vrai problème, il le dit, parce que nous sommes au niveau supérieur, où on ne respecte même plus l'Eucharistie, le corps du Christ. Franchement, l'impiété est punie. On ne peut pas arriver jusqu'au niveau où les gens sont en train de prier Dieu, c'est-à-dire le Créateur, c'est lui qui te donne, toi et moi, le souffle de vie. Et on vient comme ça, on commence à lancer des lacrymogènes. Mais tirer. Non. Je crois que la charge sémantique de mots ici, il faut que de temps en temps que j'entre un peu en lingala. Eric, attendez s'il vous plaît. De la même manière, Mende vous avez traité, quand vous avez été appréhendé dans cette histoire de Filimbi, Mende vous avez traité d'un mot là. De la même manière, Mende a dit que parce qu'il y avait des terroristes dans la paroisse Saint-Michel,
C'est pourquoi on a lancé des gaz. Un Est-ce que simple pour arrêter les terroristes, il faut lancer des gaz? Bon, puisqu'on avait lancé des gaz, est-ce qu'on a eu à arrêter ces terroristes? Encore qu'au séjour là, je n'avais même pas encore écrit, Voilà. j'avais ma carte sur moi, je n'avais pas trahi ma nation. Et nous étions je avec disais vous. aux confrères, oui, je disais aux confrères, je disais aux amis sénégalais, burkinabés, si vous voulez la musique comme j'ai vu le podium dehors là, même moi je peux vous faire de belles chansons. À Dakar et ailleurs on l'a fait. C'est en nous. Si vous voulez le football, à l'époque c'était la CAN qui s'était jouée chez le président Théodore Obiang-Nguema en Guinée-Bissau. On était 3e je crois, hein, sans s'être véritablement entraîné. Si vous voulez le football, on va le faire. Mais si vous voulez la politique, les Aïrois autrefois, les Congolais aujourd'hui vous diront qu'eux ils ont fait mieux que vous il y a très longtemps. Alors même de dire qu'il y avait des terroristes à Saint-Michel. Que j'ai été arrogant, c'est faux et archi faux. J'avais ma carte sur moi, je n'avais rien écrit, je n'avais rien dit. J'ai même dit ces affaires ne passeront pas chez moi. Alors même de qui dit qu'il y avait des terroristes à Saint-Michel. Justement, c'est comme ça que je dis. Les propos de Monsengo aujourd'hui sont-ils à la hauteur de la peine qu'endure notre population, oui ou non? Je crois que la bonne réponse à donner, c'est de l'autre côté, de prouver que l'on n'est pas de médiocre. Je crois que c'est cela. Il faut que nous ayons une autre approche. Est-ce qu'il s'agit seulement de dire que X est médiocre, Y est bon? Non, il s'agit de le prouver. Et le prouver, c'est comment? C'est d'offrir à notre population la quiétude. Quelle est la route, l'eau, l'électricité, l'école, l'hôpital? Et je crois que on aura très peu de candidats parce que dernièrement, quand on avait des élections en 2011, on a eu 19 000 candidats pour la députation nationale, alors qu'a priori, nous savons tous qu'il n'y a que 16 sièges où l'on doit pourvoir des gens. Donc ça veut dire qu'il y aura 18 500 personnes qui vont être malheureuses. Et celles-là vont aller pour aller gérer les contentieux électoraux. Alors aujourd'hui, la politique passe pour le domaine qui donne de l'argent aux gens. Ça ne devrait pas être comme ça. Nous ne devons pas venir en politique qui veut. Non. Nous devrions avoir des gens qui viennent en politique, qui quand ils sont là, ils nous apportent des solutions à nos préoccupations. Vous savez, le quartier Kingasani-Asuka, Kimbantseke, c'est la commune, Kingasani-Asuka, il y a à certains endroits, nous sommes à Kinshasa, il n'y a pas la tuyauterie de la régie des eaux. Alors que nous avons plusieurs rivières. C'est cela. Les vrais problèmes sont ceux-là. Apporte de l'eau à cette population. Attendez, on revient dans les fins de notre débat. Oui. Comment vous voyez la suite? Parce que déjà vous avez suivi la coordination laïque catholique. La suite. Attendez, annonce déjà une autre grande manifestation le 19 février. Donc c'est parti au tiers. Ça fait partie des pressions. Est-ce que l'Église catholique via la coordination sent en Kabila ou au régime une nette volonté de ne pas tenir le calendrier de Corneille Nangaa? J'ai cru comprendre que depuis hier, il y a des structures qui militent pour le droit de l'homme, qui demandent déjà des enquêtes indépendantes et tout ça. On verra comment ça va évoluer. Mais je crois que nous devons, comme je le disais, l'approche ici, c'est de faire en sorte que l'on puisse donner à la population ce qu'elle demande. Que demande le peuple? Un peu comme pour paraphraser Félix Ouazikwa. Que demande le peuple? Les élections, le pain et la paix. La suite avec l'Église catholique. J'ai dit que ça donnait froid aux yeux. Je ne sais pas me prononcer. On va voir comment ça va évoluer. Parce que là, les propos sont durs. Mais je me pose une question. Sont-ils à la hauteur de la peine? Alors le gouvernement ira de répression en répression ou non, bien... le gouvernement, son rôle devrait être aussi celui de pouvoir apporter ce que l'autre camp demande. Hein? Hier, la ministre des Droits humains a réuni un panel d'activistes des droits de l'homme et ceux-ci, curieusement, ont demandé à la ministre, nous voulons qu'il y ait une enquête indépendante parce qu'il y a plusieurs sons de cloche par rapport au bilan qui est présenté. Les uns parlent de 8 morts, les autres disent 5 morts, les uns 3 morts, etc., etc. Mais ils disent, nous ne voulons surtout pas qu'il y ait la mise à contribution du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense. Ça veut dire que quelque part, il y a cassure entre les dirigeants et les dirigés. Merci et ça, beaucoup, c'est une merci réalité. beaucoup, merci beaucoup, nous devons évidemment. résoudre ces problèmes-là. Merci beaucoup. Bonjour, Pour Serge. créer cette harmonie entre les dirigeants et les dirigés. S'il vous plaît. Et l'espoir s'éloigne. Bonjour Serge, on vous suit depuis l'avenue du commerce, mais pas moyen de rester dehors, car la morgue de l'hôpital général, donc Mama Yemo, nous ravage avec l'odeur des cadavres pourris. Par exemple, il ne faut pas en rire. Il ne faut pas en rire. Ça fera aussi partie du bilan.
mais Serge, s'il te plaît, pour ajouter à ça, je suis en train d'observer sur 24 novembre, dans sa jonction avec Nyamwe et Kabinda, qui jouxte la voix du peuple, il y a un hôpital, Vijana. Hein, là, il y a une maternité. Mais juste derrière le mur, il y a une poubelle. Nos enfants qui naissent là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être accueillis? Merci beaucoup. Alors, John Lungula, je lis ce texto d'un téléspectateur et puis je vous pose la question. Bonjour, kiosque, longue vie à cette émission et meilleure vie à toute l'équipe. Posez la question à vos invités à propos de ces cours de sous-examen. Je viens du Burundi où je vis pour la première fois les fameux coltan qui y est exporté. Je précise que la tonne est à 45 000 $. Avons-nous des dirigeants patriotes? Ça, c'est la question d'un téléspectateur. Qui sont les propriétaires des mines qui envoient tous ces coltans au Burundi et au Rwanda? Se demande ce téléspectateur. Alors, question sur la manif. Déjà, au mois de février, il y aura une autre manifestation dans la ville et à travers le pays. Je me demande, le gouvernement va toujours procéder à cette même répression comme on a vu, ou bien cette fois-ci, il faut laisser les gens marcher et les encadrer? Mais merci beaucoup Serge pour la question. C'est ça même tout le cauchemar du service, parce que vous savez qu'à chaque fois qu'il y a marche à Kinshasa à travers la République, ça donne du cauchemar, parce qu'il faut s'interroger comment on va assurer l'encadrement sans toutefois qu'il y ait la moindre violence. Ce qui est difficile, c'est difficile, je vais même dire, c'est impossible d'encadrer une marche sans enregistrer des dégâts même en perte des vies humaines. Mais vous savez Serge, je vais vous renvoyer par une illustration, parce que le plus grand danger c'est la suite de déclaration de Moussengo, comme l'a dit Eric Iziami. Tout dépend maintenant de la conception et la compréhension des propos ou l'interprétation des propos de Moussengo et par l'opinion. Il semble que lui-même va marcher au mois de février. Le pouvoir en place. Mais est-ce que Moussengo a parlé sous émotion, ou comme d'autres l'ont dit, je laisse aux institutions de le dire, mais ce qui est vrai, ces propos vont faire très mal au pouvoir, et le pouvoir, sûrement, je déconseille que l'on ne puisse pas encourager ces bras de fer. Le plus important, c'est de demeurer dans l'approche pacifique pour trouver des solutions. Est-ce que dans ces bras de fer, qui gagne? C'est l'Église? Moussengo va porter plainte auprès de son ami qui est évêque, les papes, et les papes va déjà faire rapport aux chancelleries occidentales. Qui gagnera dans ces bras de fer? J'ai déjà suivi l'annonce apostolique qui dit, bon, le Vatican ne va ni condamner, ni, je voulais dire... C'est pas diplomatique ça? Effectivement. On apprend qu'il y a déjà des rapports. La diplomatie à l'Église, c'est très dangereux. Vous savez, aujourd'hui, l'Église islamique paye le prix du terrorisme. Pourquoi? Parce que c'était les silences de l'Église hier, quand certains individus se mettaient en tenue, en uniforme de l'Église pour opérer. Oussama Ben Laden et consorts, ils ont opéré et avec des tenues, des uniformes, des insignes de l'Église islamique. Et à l'époque, l'Église était restée silencieuse face à cette démarche. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des fois, il y a des mosquées qui ont fait l'objet des attaques. Les Américains ont attaqué l'armée américaine en Afghanistan, un peu partout, même en France, ont attaqué les mosquées parce que, en guillemets, il y a des terroristes qui sont cachés, qui sont protégés dans des mosquées. Alors que l'Église islamique ne cesse de dire que le terrorisme n'est pas le fruit, le résultat de l'Église islamique. Merci. Et c'est ça le risque que court aussi l'Église catholique. Vous savez, à la veille, ce marche était attribué à l'Église catholique, mais pendant que c'était un comité laïque qui étaient les organisateurs, et que l'Église catholique n'était pas concernée, mais c'est le silence. Mais le jour J, qu'est-ce qu'on a vu? C'était des abbés qui étaient en avant-plan pour conduire ce qui devait marcher. Et c'est là le grand problème, parce que face à cela, si au niveau des services, il y a des pronostics ou il y a des indices, des suspects ou des inciviques qui, entre guillemets, auraient trouvé refuge à l'Église, la conséquence c'est quoi? On va assister maintenant... Dernière question, John Lungula. Comment vous expliquez le président de la République, qui est le chef des armées, le chef de la police, le commandant suprême, ces éléments, sa troupe à lui, tue le Congolais, le 31, le matin? Je ne sais pas si c'est sous son impulsion ou pas, mais lui le soir, il vient à Saint-Père-Pompier et il ne fait même aucune allusion aux morts. Comment vous justifiez ça? Moi, je crois qu'il ne faudrait pas se réjouir quand les compatriotes... Non, je dis que comment lui-même, le président de la République, le chef des armées, il apprend que son armée a tué son peuple.
Et lui, le soir, il fait les discours, il ne regrette même pas les morts. Pas un seul mot. Mais vous savez, Serge Kabongo, vous savez, des fois, notre classe politique n'est pas sincère. Non, répondez à ma question. Comment le chef des armées a appris que son armée a tué son peuple? Et lui, le soir, il fait les discours, il ne dit aucun mot sur son peuple. Je crois que votre question est une réponse à votre question aussi. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand un chef d'État parle, il doit parler avec des données fiables. Malheureusement, ça s'est passé les jours J. Pensez-vous que ce discours du chef de l'État a été rédigé après ou avant midi? Alors, 2 jours après, nous sommes les 3. Est-ce que c'est même pas un communiqué de la présidence pour présenter les condoléances aux familles éplorées, même pas un communiqué signé par Néhémie au nom de Kabila pour condamner ne fût-ce que des morts, même pour la consommation extérieure, la consommation du public, même par compassion. Il n'y a pas. Mais même si ce sont des militaires de l'opposition, mais ce sont des Congolais. Vos questions sont des réponses à vos questions, Serge Kabongo. Je crois que j'adhère et je partage la même préoccupation. Mais le plus important, c'est de nous mettre ensemble et de voir ce qui est utile pour nous et pour le pays. Merci beaucoup. J'ai aimé votre dernière phrase. Mais Eric, nous devons aussi être objectifs. Hein? Ces manifs du 31, c'est vraiment une remise en question des oppositions. Les Bazaïba, les Fachi, les Moïse Katumbi, les Monidela, et tous les autres là, les Tundu là qui crient dans toutes les télévisions doivent comprendre que le peuple a plus obéi aux catholiques qu'aux opposants. Les opposants sont essoufflés. Hein. L'opposition ne peut même pas faire les 10% de ce que l'Église a fait. L'Église a même affronté les forces combattantes. Oui, justement, l'Église aujourd'hui, bon, depuis toujours d'ailleurs, hein, l'Église passe pour une structure sérieuse. Mais je crois que quand vous dites que Mosengo a dit ceci, Mosengo a dit cela, à chacune des communautés correspond un certain nombre d'élites. En France, lorsqu'ils sont quelque part un peu bloqués, ils font appel à Jacques Attali, et etc., etc. Chez nous, il faut quand même dire que la crise ne date pas d'aujourd'hui. Et quand elle s'est vraiment fait sentir au sein de l'opinion, la plupart des gens voulaient aussi quelque part entendre la voix de Mosengo, ne serait-ce qu'en tant qu'intellectuel. Voilà. Il est resté longtemps sans mot dire. Il est resté longtemps à faune. Mais bon, quand il dit quelque chose, il faut pas vraiment penser qu'il est dit sous émotion. Je crois qu'il y a vraiment réfléchi profondément avant de lancer cela. Mais bon, quand vous dites qu'on doit revoir un peu l'opposition, c'est vrai, pas seulement l'opposition, même la classe politique en général. Pourquoi? Parce que généralement, j'ai dit globalement, de manière globale, le langage politique chez nous est mort. Le langage politique chez nous est mort. Les Congolais n'écoutent plus avec fiabilité ce que dit l'homme politique. Encore faut-il faire de preuves pour que la population adhère à ce que vous racontez à cette population. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions au cours de notre histoire. Il y a eu beaucoup de déceptions. Mais bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on va évoluer. J'ai des dernières questions à vous poser. Oui. Ce sont des questions directes. Oui. C'est même ça ma manière de faire les choses. Maintenant qu'il n'y a pas élection le 31, Kabila reste. Il a les boulevards devant lui d'organiser ou de ne pas organiser parce qu'il a déjà, il fait la répression, il a les boulevards libres. Est-ce que par là, il faudra comprendre qu'avec Kabila, on n'aura jamais les élections dans ces pays? Ça, c'est de 1. Pardon, ça, c'est de 1, s'il vous plaît. Maintenant qu'il n'y a pas eu élection à la fin de cette année conformément à l'accord et qu'il a maté toutes les forces, l'opposition qui est déjà en lambeau, l'Église a tenté la répression militaire. Donc les élections dépendent désormais du bon vouloir de Kabila de les organiser à la fin de cette année ou ne pas les organiser à la fin de cette année. Non, Serge, je ne pense pas comme ça. Je ne pense mais pas qui comme peut ça. Encore résister pour les mater? Non. Qui a maté qui? Vous voulez dire que le régime a maté l'Église, le régime a maté tout le monde? Je ne pense pas. Non, je dis que le régime a maté l'Église. Vous n'avez pas vu? Non, je ne pense pas. Je n'adhère pas à ça. Okay. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce qui s'est passé le 31 décembre restera dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo. Désormais, on sait que avant de poser X ou Y action, il faut tenir compte de l'existence de cette population qui exige. Et puis les acteurs politiques, par ailleurs, doivent comprendre que les lignes ont beaucoup bougé. Très peu de choses sont cachables aujourd'hui. Si hier on pouvait nous cacher des choses, aujourd'hui avec... Alors, dernière question. Le président de la République, qui est le chef des armées, le commandant suprême, le matin, son armée tue son peuple
certainement, on dit que ce sont des badauds, mais moi je pense que ce soit badauds ou pas badauds, ce sont des Congolais. Et lui, le soir, il fait un discours, il ne pense même pas. Moi, j'ai vu Emmanuel Macron hier. Tous on a regardé. Tout simplement, des policiers ont été agressés par des Français. Emmanuel Macron a tweeté aussitôt pour condamner cette agression des éléments de la police. Vous savez pourquoi? Simplement parce que la bonne communication recrée la confiance et la maintient. Mais lorsque vous nous dites nous, ça dit que ça ne va pas. Et ça va faire nourrir la rumeur qui va créer la peur renvoie à la violence. Moi, je déplore le fait que les autorités restent pourtant aphones lorsqu'il y a des graves problèmes. Je déplore ça. Je déplore ça. Mais en aide de journaliste, j'ai comme l'impression que le message du chef de l'État me semble. Les gens n'ont pas tout suivi. Hein? Non, pas seulement qu'ils n'ont pas tout suivi, mais semble avoir été enregistré avant. Bon, enregistré avant. Je ne pense pas. Ok, admettons. Je suis dans votre raisonnement. Je ne pense admettons que ce message a été enregistré. Mais généralement, j'attends aussi qu'ils ne disent pas grand-chose. Hein. Je suis d'accord avec vous. Oui. Ce sont des mêmes constructions, des mêmes phrases, des mêmes mots. Admettons que ce message a été enregistré à Lubumbashi 2 jours avant. Mais nous sommes les 3 aujourd'hui. Ah ben justement, c'est ce que nous déplorons. Le gouvernement ou les décideurs politiques devraient quand même lancer un